Au sommaire de ce 19h30, ce sont des traders remontés très en colère qui étaient face aux journalistes ce 19 octobre. Ils dénoncent un acharnement du gouvernement et des banques sur leur secteur d'activité. Vous les entendrez. Oui, il n'y a pas de risque zéro de poche de sang infecté dans les centres de transfusion sanguine. Les chiffres ne sont pas alarmants, mais il y a bien des risques. Ce sont les conclusions de 4 ans de recherche du docteur Paul Yoda. Les détails dans ce journal. Et puis, c'est parti pour la 10e édition du festival Vent des Libertés. Les prisonniers de la Mako ont dansé et chanté ce 15 octobre. Quelques heures d'évasion émotionnelle pour ces personnes incarcérées. Voilà de ce journal. Bonsoir et bienvenue. C'est une activité qui a le vent en poupe au Burkina Faso ces dernières années. Pourtant, le trading traverse des moments difficiles. Démêlés avec la justice, gel de comptes, les maisons de trading seraient victimes des persécutions, à en croire les traders. Ces derniers pointent du doigt surtout les établissements bancaires. Ils l'ont signifié au cours d'une conférence de presse ce matin. Vous allez les entendre, ce sont des investisseurs en trading très remontés qui ont manifesté leur colère de manière assez vive. Rémi Lambert-Nébier. Leur attitude est menaçante, aussi bien dans le ton que dans les propos. Et personne n'est épargné par ces traders qui accusent de complot contre le trading, une activité qu'ils jugent d'avenir pour la jeunesse. Justice, gouvernement et surtout les banquiers sont pointés du doigt. Un d'entre eux est particulièrement indexé. Un banquier qui se reconnaîtra à laisser entendre aux jeunes traders qu'ils n'ont pas le pouvoir de rendre tout le monde riche. Dans certaines officines, il a laissé entendre que les jeunes traders et les investisseurs vont vendre de l'eau dans la rue de Ouagadougou. Ce banquier est si puissant qu'il a toujours allé en concurrent d'une solution rapide à cette crise. Le banquier gérait ses soutiens politiques intérieurs et extérieurs à travers les actes achevés de convaincre même les plus sceptiques de leur total mépris pour la jeunesse. Pour la coordination des jeunes de l'Association internationale en trading, l'opprobre content de jeter sur le trading est injustifié et n'a pour seul dessein que d'influencer la décision de la justice à qui revient la compétence de juger de la légalité de cette activité au Burkina. On nous parle d'escroquerie aggravée. Mais dites-nous, quel investisseur a porté plainte contre une société depuis 2016? Ensuite, on nous parle de blanchiment des capitaux. De tout ce quand on sait qu'auprès de chaque banque est représentée la Sainte-Ville, s'il y a complicité, les premiers responsables ne sont rien d'autre que les banques. Des comptes gelés par certaines banques de la place, des maisons de trading appelées à arrêter leurs activités depuis juin par le gouvernement et des auditions en cours à la justice. Victimes de la crise, les investisseurs en trading disent exiger tout simplement le remboursement sans délai de leurs sous. Nous appelons le gouvernement à trouver sans délai une solution urgente à cette crise qui n'a que trop duré. Nous mettons en garde le gouvernement s'il venait à confisquer les avoirs des sociétés pour se substituer à elles en vue de nous désintéresser. Nous appelons les banques à s'adapter ou nous les invitons à disparaître simplement. Nous dénonçons l'instrumentalisation de la justice à des fins égoïstes et partisanes. La coordination des jeunes de l'Association internationale en trading, qui regroupe plus de 50 000 traders, affirme cependant soutenir les maisons de trading. Pour elle, son combat ira jusqu'au sang, s'il le faut, pour que ses membres rentrent en possession de leurs dû.
Vu le caractère très lucratif de leur secteur, ces associations de traders et ces maisons de trading n'auront visiblement pas besoin des services du Fonds d'assistance judiciaire, le FAJ, qui vient notamment en aide aux personnes incapables d'exercer leurs droits en justice. La structure est très récente, elle a été créée en 2016 pour se faire mieux connaître. Elle organise ce qu'on appelle les journées de l'assistance judiciaire. Les activités ont débuté hier à Koudougou, Archimède Boy. Ici, à la salle des fêtes de la mairie de Koudougou, ils sont venus nombreux pour comprendre le système d'assistance judiciaire, un concept résolument tourné vers les personnes indigentes. Le Fonds d'assistance judiciaire, c'est un établissement public de l'État dont la mission, c'est de mobiliser les ressources financières et accorder le concours de l'État pour prendre en charge les frais liés au procès de toutes les personnes indigentes, particulièrement les femmes, les enfants en conflit avec la loi et les personnes en situation de torture ou d'atteinte à l'intégrité corporelle. Rendre la justice accessible à tous, c'est le leitmotiv du Fonds d'assistance judiciaire. Nous allons travailler à ce que tout Burkinabé, qu'il soit pauvre, s'il doit se retrouver devant les juridictions, qu'il ait en face un adversaire le plus nanti avec 10, 20 avocats, que nous soyons à mesure de trouver un avocat à cette personne indigente, à ces citoyens indigents, pour qu'il y ait cette égalité de tous devant la justice. Et le vecteur par excellence pour accéder aux droits et aux juges demeure l'avocat. Ce dernier doit jouer son rôle avec dévouement. Le rôle de l'avocat, c'est d'accueillir avec dévouement et humanité le justiciable faible qui lui a été envoyé par le Fonds d'assistance judiciaire via la désignation du bâtonnier de l'ordre afin qu'il puisse prendre en charge son problème et mettre tous les moyens intellectuels à sa disposition, tous les moyens humains à sa disposition afin que sa prétention puisse être présentée au juge et que le juge puisse la dire si elle est bien ou mal fondée au regard des lois qui régissent la matière ou le problème en question. Et dans cette mission, comme je l'ai dit, il lui faut des qualités managériales comme vis-à-vis de tout client pour ne pas donner l'impression aux justiciables qu'il y a deux catégories de justiciables, ceux dont il faut donc s'occuper avec dévouement et ceux qui, parce qu'ils sont pauvres et qui vous ont été envoyés, vous allez les prendre comme étant des gens qui sont donc encombrants. Non, l'avocat ne fait pas cela, il doit se dévouer comme si de rien n'était. La première journée de cette célébration de l'assistance judiciaire s'est achevée par une opération de don de sang et un cross populaire. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, et pourtant, le risque existe bel et bien, celui de la contamination des poches de sang collectées dans les centres de transfusion sanguine. Tenez-vous bien, par exemple, sur 2500 poches de sang collectées, une poche est infectée du VIH-Sida. C'est ce que nous dit Paul Yuda dans sa thèse de doctorat au bout de 4 ans de recherche. Il nous explique ici pourquoi et comment ce sang infecté passe par les mailles du filet malgré les précautions. Roméo Koeta. Un geste comme celui-ci est pratiqué par de nombreuses personnes par jour au Burkina Faso. Des citoyens qui donnent de leur sang pour sauver la vie de leurs frères et sœurs. L'acte est noble, certes, mais le sang collecté n'est pas toujours sain, comme nous le dit Paul Yoda dans sa thèse de doctorat. L'étude démontre par exemple que sur 2500 dons, il y a une poche infectée du VIH, une infection sur 408 dons en ce qui concerne l'hépatite B, et l'hépatite C, c'est un risque résiduel sur 308 dons. Ce sang infecté passe par les mailles du filet lorsque le temps de séroconversion n'est pas respecté par le donneur. Par exemple, un donneur est infecté par le VIH et qu'il vient donner son sang avant donc, les 22 jours ou les 30 jours, ben, nos tests vont détecter que le donneur est négatif, alors que le sang n'est pas négatif. Voilà, et le virus est là, sauf que c'est nos automates qui n'ont pas pu les détecter. Et les receveurs du produit sanguin courent un risque. Les méthodes utilisées actuellement par le Centre national de transfusion sanguine sont limitées. L'impétrant recommande alors la PCR, ou technique de biologie moléculaire, pour réduire davantage les risques de contamination par transfusion sanguine. La méthode a déjà fait ses preuves en France depuis son introduction en l'an 2000.
Pour le moment, c'est la PCR qui arrive donc à réduire donc ce risque-là. Et la PCR arrive à détecter le VIH lorsque le donneur est infecté à partir du 10e ou 11e jour. Et l'hépatite C à partir du 6e jour. Et l'hépatite B, là encore, il faut attendre les 30 jours pour que la PCR puisse détecter. La PCR est efficace mais très coûteuse. En Afrique, il n'y a que l'Afrique du Sud et la Namibie qui l'utilisent selon l'impétrant. Le Burkina Faso pourrait franchir le pas, foi du premier responsable du Centre national de transfusion sanguine de Ouagadougou, par ailleurs membre du jury. C'est vrai que nous sommes dans un pays où tout est priorité, essayer de prioriser et puis tant que ce serait possible, en tout cas ici nous avons des bonnes volontés pour nous accompagner, à former les gens à la réalisation de cette PCR multiplex, à adapter nos locaux pour la réalisation de cette PCR et à acquérir aussi les outils nécessaires pour réaliser cette PCR-là. Je crois que nous allons y aller. Mais avant d'arriver à cette étape, les donneurs sont appelés à éviter des comportements à risque. Faire des rapports sexuels non protégés. Et avant donc 1 mois s'il vient donner son sang, s'il n'est pas sûr de la séronégativité de son partenaire, c'est un risque. Nous avons des donneurs qui ont un certain comportement, comme la toxicomanie chez les jeunes, qui s'injectent avec donc des seringues, se partagent des seringues, ils se contaminent. Comme notre étude l'a démontré, c'est cette catégorie-là de donneurs qui est plus élevée. Cette thèse est le fruit de 4 années de recherche. Le jury lui a décerné la mention très honorable pour la pertinence et l'actualité du sujet traité. Le document intervient à un moment où le pays fait face à une sévère pénurie de sang due à la grève du SYNCHA, le syndicat national de la santé humaine et animale. Fin du 3e symposium international sur la science et la technologie hier, pendant 5 jours sur l'initiative du CNRS, de l'Université Norbert Zongo et de l'Université libre du Burkina. Plusieurs experts ont planché sur la gestion des ressources naturelles en lien avec la question des migrations. Abdourazak Traoré. 5 jours d'intense réflexion sur la science et la technologie. Le symposium international dédié à cet effet a pris fin ce 18 octobre. Les participants venus de 12 pays africains et européens ont échangé autour de plusieurs thématiques. Dès l'entame des travaux, le décor est planté avec le développement de 2 thèmes relatifs aux enjeux et défis de la gestion durable des ressources naturelles, une thématique plus que d'actualité. Messieurs, honorables invités, tout au long de ce symposium, les compétences scientifiques qui sont exprimées ont permis soit de démontrer la disponibilité des résultats, soit de nourrir des réflexions qui vont sans doute contribuer à améliorer les conditions socio-économiques de nos populations dans le cadre de la gestion durable des ressources naturelles et dans les approches humanistes de la question migratoire. L'autre volet important abordé au cours de ce 3e symposium international sur la science et la technologie est en lien avec les migrations et co-développement au Burkina Faso et dans les pays de l'UEMOA, bilan mitigé des pratiques et nécessité d'une réappropriation. Ici, il est question d'une recherche de complémentarité entre migration et développement. Les participants ont évoqué la nécessité de revoir les politiques nationales pour prendre en compte les préoccupations et intérêts des pays, notamment dans les signatures de conventions bilatérales ou multilatérales. La 4e et dernière communication a porté sur le thème migration et santé des populations. Là, ce sont les conditions de vie précaires des migrants et l'impact sur leur état de santé qui ont été décrites. Les échanges ont donc naturellement porté sur la prise en compte des problématiques de la santé des migrants, des réfugiés dans le système de santé national. Passé les communications, des tables rondes ont également émaillé ce symposium, tout comme des présentations de posters. Les auteurs de posters ont pendant 1 minute chacun présenté un résumé de leurs travaux en lien avec les thèmes développés à cette édition. C'est sur une note de satisfaction générale que les lampions se sont éteints. Sur le 3e CIST, le rendez-vous est pris en octobre 2021 pour la prochaine édition. Ils sont un maillon essentiel de la sûreté du trafic aérien, mais leur travail ne serait pas assez connu. Les contrôleurs aériens organisent donc 72 heures pour parler de leur profession, une occasion qu'ils ont saisie pour formuler quelques doléances à l'endroit des pouvoirs publics.
Arsène Konditamde. Les contrôleurs aériens du Burkina Faso réfléchissent aux moyens de promotion de leur corps de métier. Au nombre de 39 à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, ces professionnels de l'aviation civile qui œuvrent à la sûreté du trafic aérien sont confrontés à l'insuffisance de main-d'œuvre. En marge de la journée internationale des contrôleurs aériens, ils plaident pour le renforcement des effectifs afin de faciliter leur travail. Depuis une décennie, nous avons ce problème. Et vraiment, ce que nous avons demandé à M. le ministre et aux autorités qui étaient présentes, c'est de travailler à ce que nous puissions avoir le nombre requis. Parce qu'en matière d'aviation, tout est vraiment réglementé. Et même le nombre de contrôleurs des services est aussi réglementé. Et actuellement, nous sommes en deçà et il faudra vraiment travailler à cela. À Ouaga, nous avons 2 positions de contrôle, la tour de contrôle et le centre de contrôle régional. Le Burkina Faso, de par sa position géographique, a un potentiel énorme en matière d'aviation civile. Un avantage que le département de Vincent Dabilgou voudrait exploiter pour développer le secteur dans les années à venir. Après l'adoption du Code de l'aviation civile, la prochaine étape, c'est la politique nationale de l'aviation civile. Cette politique devrait apporter des réponses à bien de difficultés, notamment celles relatives aux ressources humaines. Ce métier de contrôleur aérien nous tient à cœur et nous avions, dans notre politique nationale, montré que nous avons eu des insuffisances que nous devons corriger. D'abord en matière de formation, mais aussi en matière donc, de restructuration et de l'ensemble des infrastructures, que ce soit à Bobo, que ce soit à Ouagadougou, au niveau des transports aériens. Mais que nous devons aussi travailler à construire de mieux en mieux des aéroports secondaires pour pouvoir développer ce qu'on appelle les vols intérieurs. C'est ça qui va développer notre pays. Et je suis très content qu'au niveau donc, de cette association, la vision est très claire à leur niveau. Plusieurs activités sont prévues au cours de ces 72 heures du contrôleur aérien, organisées par l'Association professionnelle des contrôleurs aériens du Burkina. Au menu, un baptême de l'air, une séance d'aérobic et une conférence débat sur le thème central, intégration et unité des acteurs du monde aérien. Tout autre chose, et des artistes en plein concert, en plein air, au sein de la Mako des prisonniers qui dansent. C'est un véritable vent de liberté qui a soufflé sur la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou ce 15 octobre. Pour sa 10e édition, le festival Vent des libertés a été une fois de plus au rendez-vous de ce moment de véritable évasion émotionnelle des personnes incarcérées. Sandrine Zougouri. 10 ans d'engagement pour la réinsertion socio-professionnelle des détenus et pour l'humanisation des prisons. 10 ans de lutte contre la drogue, l'association African Culture a toujours été d'un grand soutien pour les personnes en conflit avec la loi. Elle a apporté un vent de liberté aux détenus des maisons d'arrêt du Burkina Faso. Johnny et Rolby en savent quelque chose. Ici, c'est l'université de la vie. Et moi, j'ai toujours dit que tous ceux qui sont là, c'est des gens qui ont des doctorats de la vie et qui peuvent tourner dans le monde entier avec ça. Ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement d'aller à l'école, mais enseigne-toi toi-même. Parce que, étant ici, on ne va pas te taper, on ne va pas t'insulter, mais le temps que tu vas passer ici va te permettre d'avoir une très longue réflexion approfondie qui va te permettre de corriger beaucoup de choses que vraiment tu faisais avant. 2019, 10e anniversaire du festival Un vent de liberté. À la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, les incarcérés savourent des instants de vie. Des moments d'ambiance, mais qui ne cachent pas une réalité à l'association African Culture, les moyens. 10 ans après, le festival a toujours du mal à boucler son budget. L'initiateur crie au secours pour la pérennisation de l'activité. En fait, 10 ans, on continue, ce qui veut dire que les artistes sont un peu à terre, mais pas absolument. Parce que dans toute vie ou dans toute situation, il y a toujours ce qui reste à faire. Et l'homme, dans sa vie, c'est ce qu'il n'a pas encore fait qu'il pense meilleur. Et nous pensons qu'on n'a pas encore fait ce qui doit être bien fait pour les détenus, donc on va continuer. Bien sûr, l'ambassade va continuer à soutenir African Culture parce que on est maintenant des partenaires anciens, traditionnels et fidèles. Et donc on va continuer effectivement à soutenir l'association, à soutenir des projets dans la Mako, en dehors même de l'association elle-même. Moi, je fais la connaissance aujourd'hui à la fois de la Mako, de l'association d'African Culture et de tout le personnel d'encadrement de la Mako. Et donc je vais pouvoir maintenant poursuivre les discussions avec Freeman Tipidi, avec les
le directeur de l'AMACO, le directeur de l'administration financière, et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter un peu de soutien. Salubrité des maisons d'arrêt et de correction du Burkina Faso, amélioration des conditions de vie des détenus, l'œuvre de African Culture est bien appréciée. Grâce à cette activité, les artistes viennent aux détenus pour montrer que le milieu que nous connaissons, le milieu pénitentiaire, n'est plus un milieu fermé, mais nous avons toujours prôné l'ouverture de ce milieu pour montrer qu'on n'est plus dans la dynamique des sanctions, mais dans la dynamique de réinsertion sociale, dans la dynamique de mettre l'homme au devant de tout, pour dire qu'on n'a pas incarcéré quelqu'un pour le détruire, mais pour le préparer à mieux servir la société. La célébration de ce 10e anniversaire se fera dans 10 maisons d'arrêt et de correction du Burkina Faso. Une fête bien marquée par une exposition des œuvres de ces personnes en conflit avec la loi. Des festivités qui vont se poursuivre jusqu'en décembre selon le comité d'organisation. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat, c'est du 16 novembre au 15 décembre prochain. Mais à un peu moins d'un mois du début de l'opération, les équipes de l'INSD sont déjà sur le terrain pour un exercice de sensibilisation. Voici l'étape de la région du Sud-Ouest avec le récit de Sandrine Zougouri. Cela fait 13 ans que le Burkina Faso n'a plus organisé de RGPH, recensement général de la population et de l'habitation. Le dernier datant de 2006, l'Institut national des statistiques et de la démographie organise depuis quelques jours des tournées de sensibilisation dans les 13 régions du Burkina Faso dans le cadre du 5e recensement général de la population. Des ateliers pour amener non seulement la population à adhérer au principe des agents recenseurs, mais aussi pour les renseigner sur l'importance du recensement. Le recensement général de la population et de l'habitation, c'est une opération statistique qui consiste à recueillir, à traiter, à analyser, à diffuser et à mettre à la disposition des acteurs du développement des données démographiques, économiques, sociales, se rapportant à un moment donné à tous les habitants d'un pays. Dans la région du Sud-Ouest, le top départ des tournées a été donné par Aboubakar Traoré, un chef traditionnel de la dite localité. Pour ce leader d'opinion, le recensement constitue le socle de développement d'un pays. S'il y a vraiment un bon recensement, ce qui va permettre, puisqu'il va falloir quand même prendre un certain nombre d'informations qui vont permettre en tout cas aux décideurs de pouvoir vraiment faire une bonne planification, soit dans l'éducation, dans la santé et vraiment beaucoup de domaines, dans tous les domaines en tout cas possibles. Un développement qui prend surtout en compte les attentes de la population, selon les responsables de l'Institut national des statistiques et de la démographie. Les résultats du recensement, par exemple, quand on a dit les données seront disponibles au niveau des subdivisions administratives. Quand on prend par exemple au niveau des subdivisions administratives, les enfants en âge d'aller à l'école, l'effectif des enfants en âge d'aller à l'école, il faut essayer de les déterminer. Ce sont les opérations du recensement qui permettent de savoir ce nombre-là, pour mieux planifier la construction des écoles, la mise à disposition d'infrastructures au niveau de la population pour la scolarisation de ces enfants. Voilà entre autres l'application effectivement qu'on doit s'attendre aux données de cette population. Prévu du 16 novembre au 15 décembre, sur toute l'étendue du territoire national, les premiers résultats de ce 5e recensement général de la population et de l'habitation sont attendus pour fin février 2020. Dans la région du Sahel également, et malgré le contexte sécuritaire précaire, les équipes de l'INSD sont allées à la rencontre des populations pour parler de recensement. Le récit de Sandrine Zougouri. À quelques jours du début du 5e recensement général des populations et de l'habitat, l'Institut national des statistiques et de la démographie va à la rencontre des forces vives de la région du Sahel. Autour d'une même table, les modalités de cette opération de recensement leur ont été expliquées. À cet atelier de sensibilisation et de formation des délégués provinciaux, la question sécuritaire a été évoquée à plusieurs reprises. Mais le comité d'organisation rassure les agents recenseurs quant à leur sécurisation au cours de cette opération. Et l'appel que nous lançons, c'est vraiment inviter l'ensemble des acteurs au niveau sécuritaire de nous accompagner dans le déploiement, par exemple, de l'ensemble des équipes sur le terrain. Donc, c'est dire que l'accompagnement sécuritaire est attendu pour que ces agents qu'on va déployer
afin que ces derniers puissent mener à bien, en tout cas, l'ensemble des activités qui seront à dérouler dans les différentes provinces, les communes et jusqu'au niveau le plus fin dans notre pays. Cette opération de recensement ne saurait atteindre ses objectifs sans le concours des populations. C'est pourquoi le comité invite les populations du Sahel à une forte collaboration. Dans l'information et la sensibilisation de nos populations, quand on sait que surtout face aux menaces sécuritaires, en tout cas notre région est en proie à beaucoup de déplacements des populations, il faudrait que durant la période du dénombrement effectif, que ces populations limitent au maximum les voyages, les déplacements hors de la région. Pour les organisateurs, personne ne doit être oublié lors de ce recensement. En ce qui concerne les déplacés, ils disent avoir leur stratégie propre à eux. Pour ce 5e recensement, ce sont au total 21 000 agents qui seront déployés sur le terrain. TrueAid est une ONG qui milite pour une meilleure gestion des ressources forestières, une mission pour laquelle elle a mis en place un projet. De quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse avec Arsène Konditamde. Au Burkina Faso, la vie des communautés rurales dépend en grande partie de l'exploitation des ressources forestières. Mais comment exploiter ces ressources de façon équitable et durable? La problématique préoccupe l'ONG TrueAid. Elle vient de mettre en place le projet Weopani pour promouvoir un environnement favorable à la gouvernance des ressources forestières dans 25 communes du Burkina Faso. L'objectif général de ce projet-là, c'est de créer les cadres juridiques et environnementaux et les cadres légaux qui permettent justement une meilleure gouvernance, une meilleure exploitation de ces ressources forestières-là. Et donc, si cela est fait, ça va permettre une régénération, plus de produits forestiers non liés. Donc, qui va aboutir à le développement des entreprises, comme je l'ai dit, forestières villageoises. Et ces entreprises vont générer des revenus pour lutter contre la pauvreté et favoriser aussi l'investissement dans la régénération forestière. Et le tout dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable auxquels le Burkina Faso, l'ensemble des pays membres des Nations Unies ont souscrit. Le projet est mis en place en collaboration avec le ministère en charge de l'environnement. Nestor Bassier, patron de la cérémonie, appelle les acteurs à une participation active pour la réussite du projet. Dans la mesure où nous quittons une phase pilote pour aller maintenant sur une phase de mise à échelle, l'appel du ministère de l'Environnement et du gouvernement, c'est l'implication effective de ces populations pour la réussite de ce projet. Vous savez, aujourd'hui, si nous avons des ressources forestières aujourd'hui, c'est que les générations, nos défenseurs nous ont laissé des ressources forestières. Nous avons l'obligation également pour les générations à venir de léguer également des ressources forestières pour que ces populations également en tirent profit. La cérémonie a connu une séance d'exposition de produits dérivés des ressources forestières. Les bénéficiaires de Weopani marquent leur satisfaction à l'égard de ce projet. Vraiment, ce projet apportera un grand changement au sein de notre région, parce qu'on parle de toute la région. Et présentement, c'est bien vrai qu'avec notre situation, et nos forêts sont un peu touchées, mais on se dit avec ce projet, il va nous aider à régénérer les plantes perdues pour qu'on puisse toujours exploiter les PFNL. Le projet Weopani est financé à plus de 9 milliards de francs CFA par la coopération suédoise au Burkina Faso. Il est prévu pour durer jusqu'en mai 2024 et couvre 4 régions du Burkina Faso, le centre-sud, le centre-est, l'est et le nord. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Demain à 19h30, vous retrouverez Aubin Guébré pour le 7 Info.